les travaux de Reza et notamment son livre central que j'ai ici. Je vais le montrer. Ah, on ne te voit pas, mais on te Oui, croit. oui, je vais le montrer pour ceux qui sont aussi dans le... Ah, on ne me voit pas du tout. Non. C'est vraiment une désorganisation formidable aujourd'hui. Voilà. Voilà, là, c'est un peu mieux. Voilà, ça va. Là. Et donc ce livre, voilà, Antisémitisme et islamophobie, une histoire croisée, qui est paru en 2020. Donc je voudrais juste en dire quelques mots, mais rappeler d'abord que donc Reza est historien des constructions raciales et des formes modernes de racisme politique et qu'il enseigne au King's College à Londres, d'où il nous parle aujourd'hui. Il est connu donc pour ses travaux sur le nationalisme iranien moderne, ce qu'il appelle le racisme désorientaliste, la manière dont certains nationalismes du Moyen-Orient ont cherché à se rapprocher de l'Europe en se dissociant du monde arabe ou sémitique. Alors donc, pour parler de ce livre que je conseille vraiment à tous de lire parce qu'il est écrit avec une clarté remarquable, enfin moi j'ai énormément appris à l'époque où je l'ai lu, donc c'était déjà il y a quelques années, je crois qu'il est paru en 2020. 21. 21. Donc il est écrit voilà, avec une grande clarté, extrêmement didactique. Chaque chapitre présente de quoi il va être question. Ensuite, en conclusion, il y a un petit résumé. C'est très très bien fait et ça arrive à transmettre des questions extrêmement complexes liées à ce que Reza appelle aussi des dispositifs de racialisation, mais d'une façon très très accessible. Donc vraiment pour les étudiants, moi je trouve que c'est un livre de rêve. Alors, le point de départ du livre, c'est le refus de penser antisémitisme et islamophobie comme séparés, et donc refuser les logiques de concurrence entre racismes en rappelant qu'ils sont historiquement liés, organiquement liés même, dans leurs origines et leurs structures. Et une idée centrale, c'est que les juifs et les musulmans ont longtemps été construits ensemble dans l'imaginaire européen. Donc le livre insiste sur des racines anciennes, médiévales et ibériques qu'on a déjà abordées ici, hein. Vous devez vous souvenir aussi de la séance avec Gilles Nidjar et Elad qui ont aussi parlé de cette question, hein, de la racialisation et de l'historiographie même des formes de racialisation. Et donc la manière dont ces premières formes de racialisation préfigurent déjà le racisme biologique moderne, notamment avec la notion de pureté du sang, la limpieza di sangre, et les conversions forcées dans l'Espagne de la Reconquista. Progressivement, donc, on voit que même convertis, juifs et musulmans, continuent d'être perçus comme porteurs d'une altérité, mais qui est héréditaire, et on voit le passage d'une différence religieuse à une logique déjà proto-raciale et raciale. Au XIXe siècle, la catégorie de race sémitique, ensuite, qui est longuement analysée, notamment à travers les travaux de Ernest Renan, qui englobe juifs et arabes, et avec la construction d'un Orient sémitique opposé à l'Europe chrétienne ou arienne. Donc le point important, c'est la critique selon laquelle l'antisémitisme serait purement biologique et l'islamophobie seulement une forme culturelle ou religieuse de racisme. Au contraire, les dimensions biologiques, culturelles et religieuses s'entremêlent constamment. Autre notion très importante dans ce livre, et ça c'est vraiment la grande nouveauté conceptuelle qu'il apporte, c'est cette notion, donc ce chapitre consacré à ce que Reza a appelé la racialisation complotiste. Donc l'idée que juifs et musulmans sont construits comme des groupes porteurs d'un projet caché de domination ou de subversion, donc pour les juifs au 19e, et pour les Arabes et les musulmans, enfin voilà, c'est à travers le projet d'Eurabia, hein, ce grand complot d'Eurabia, c'est donc aussi le monde arabe au 20e et 21e. Donc dans les deux cas, on a ce fantasme d'infiltration interne, la peur démographique et civilisationnelle, donc une peur existentielle, une menace de la civilisation occidentale et la représentation des juifs et des musulmans comme une menace collective organisée.
Les autres aspects très importants à mon sens et dont je pense qui vont mener à la séance aujourd'hui, c'est l'analyse dans toute cette histoire de ces formations discursives, de la séparation progressive entre juifs et musulmans aux époques modernes et coloniales, le rôle central, comme je le disais déjà avec Renan, de la philologie, et donc chez Renan, la manière dont juifs et musulmans et arabes appartiennent encore à une même catégorie sémitique, et ensuite la manière dont ils sont séparés, notamment par exemple à travers l'histoire de l'Algérie coloniale et du décret Crémieux, c'est des choses qu'on avait déjà abordées ici. Euh, voilà, donc cette distinction introduite progressivement où les Juifs sont perçus potentiellement comme assimilables à l'Occident et à l'Europe moderne, tandis que les Arabes et les musulmans sont de plus en plus décrits comme irréductiblement étrangers à la modernité, à la rationalité et à la civilisation européenne. Donc on a, je le disais, l'importance du contexte colonial français, notamment de l'Algérie, le moment du décret Crémieux, la citoyenneté française qui avait été accordée aux Juifs d'Algérie, mais aussi toute l'histoire des Juifs de la région et la manière dont ils sont séparés de des nations et des pays où ils vivent. Ensuite, la fracture s'accentue au XXe siècle avec le contexte colonial en Palestine mandataire. Donc c'est là qu'on arrive au sujet, je pense aussi d'aujourd'hui. Et ce que j'ai trouvé moins passionnant et qui est un de nos sujets de réflexion aussi tout au long de l'année, et je pense que ce sera aussi le cas l'année prochaine, c'est la séparation telle qu'elle s'effectue au plan épistémologique et institutionnel, c'est-à-dire les disciplines aussi. Comment on voit se séparer les études juives et les études dites orientales, euh, qui est donc liée à cette séparation entre juifs et musulmans. Alors qu'auparavant, hein, langue et tradition juive étaient étudiées dans le cadre des études orientales. Voilà, donc le dernier chapitre, la Palestine, le réagencement des racismes. Donc c'est ce qui nous amène au sujet d'aujourd'hui en continuité avec ce chapitre. Donc l'idée que la Palestine devient aujourd'hui le lieu central de recomposition des catégories du racisme, une reconfiguration des rapports entre mémoire de la Shoah, antisémitisme, islamophobie et discours sécuritaire, et un déplacement des frontières du racisme, donc entre légitime et illégitime dans les sociétés occidentales, et aussi un déplacement des agents, c'est-à-dire que les victimes d'hier de l'antisémitisme deviennent les agents aujourd'hui d'un discours islamophobe et vice-versa. Donc c'est dans le prolongement de ces réflexions, je pense, que va s'inscrire l'intervention qu'on va entendre maintenant. Et cher Reza, c'est à vous. The floor is yours. Merci infiniment Aurélia pour cette introduction plutôt flatteuse et merci beaucoup à Ron de m'avoir invité. Merci à vous tous d'être ici. Euh, je dois m'excuser, donc je n'arrive pas à partager mon écran. Je pense que je vais laisser tomber, donc il n'y aura pas de visuel. Je pense qu'il y a juste deux schémas qui sont peut-être importants et je viens de les dessiner, donc en temps voulu, je vous les montrerai en espérant que ça fera l'affaire. Par contre, il y a deux vidéos qui sont assez importantes et Aurélia, j'ai mis les liens donc dans le chat. Est-ce qu'au moment voulu, c'est-à-dire dans un tout petit instant, vous arriverez à les jouer pour les personnes présentes? Oui, sauf que ce sera, on va le mettre sur l'écran et du coup, ce sera Elad, n'est-ce pas? Tout simplement. Donc oui, oui, on va y arriver. D'accord, très très bien. Euh, alors, donc oui, donc mon propos d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du dernier chapitre de mon livre où je me concentre sur la période présente et la relation en fait entre l'antisémitisme et l'islamophobie, j'analyse comme un réagencement, un changement d'agent.
véritablement. Et ce qui est en fait le sujet de mon discours aujourd'hui, plus spécifiquement, est donc ce que j'appelle la nazification des Palestiniens, le transfert de l'histoire de l'antisémitisme et de la Shoah de l'Europe vers la Palestine et plus largement le monde arabe et le monde musulman. Donc, j'aimerais commencer par vous montrer une vidéo très courte qui fait environ 1 minute. Est-ce que vous arrivez à la jouer? C'est donc le premier lien. Oui, je vais essayer. Euh, Oui, oui. donc, Netanyahou. oui, C'est donc ça, c'est le Netanyahou? c'est exactement ça, oui. Ok, je vais partager ça. Et, ok. Vous voyez? Oui, on voit. Ouais? Ok. Ouais, on n'entend pas par contre. D'accord, voilà. C'est assez. C'est Il n'y bon? avait pas, c'est bon. Il n'y avait pas de son, mais je vais vous expliquer, c'est très simple. Donc, c'est un discours assez révélateur de Netanyahou, dans lequel il affirme, je crois que c'était lors du 37e congrès sioniste, il affirme que le véritable architecte de la Shoah n'était pas Adolf Hitler, ni Adolf Eichmann, ni aucun autre nazi, mais Haj Amin al-Husseini, donc le moufti de Jérusalem pendant la période de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un dirigeant palestinien qui aurait initié la Shoah. Donc c'est un point d'entrée, si vous voulez, dans mon analyse, car ma recherche actuelle est en quelque sorte une archéologie de cette affirmation qui donc non seulement présente les Palestiniens comme des antisémites, mais aussi comme collectivement responsables de la Shoah. Et donc mon objectif est d'étudier les origines de cette affirmation que je situe dans ce qu'on pourrait décrire comme l'historiographie sioniste et qui s'appuie sur des affirmations antérieures et plus cohérentes selon lesquelles les Palestiniens seraient des antisémites, ce qui constituerait vraiment un caractère essentiel des Palestiniens. Donc, ce qui m'intéresse n'est pas le trope ou le narratif en soi, mais ses fonctions dans la colonisation très concrète et réelle de la Palestine. Donc, il s'agit de l'histoire et de l'historiographie au service du pouvoir, de la connaissance au service de l'oppression. Donc, c'était une vidéo très courte et chargée de sens. Maintenant, je voudrais vous montrer la deuxième vidéo, mais là, il faudrait idéalement qu'il y ait le son. Est-ce que, Elad, vous pensez que vous arriverez à nous la jouer avec le son? Je vais essayer. Et Et, si vous y arrivez, vous pouvez arrêter après 1 minute 40 à peu près. ok. Donc, je partage la dernière fois. Moi, j'ai eu le son. Je sais pas pourquoi ça n'a pas marché sur le partage, mais on va essayer. Donc, vous voyez maintenant le vidéo? Donc on voit l'image. Ok. On va Mais voir. vous m'attendez. Donc, normalement, vous devez aussi entendre le vidéo. Non, on n'entend pas. Vous Non, m'attendez? Non, vous n'attendez pas. non. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Et, D'accord. C'est aucune pas grave. idée. Écoutez, Bon, c'est pas grave. Je vais vous résumer la vidéo et puis je pense que peut-être qu'on pourra partager les liens et je partagerai aussi ma présentation avec avec l'assistance comme ça vous pourrez les regarder quand vous aurez plus de temps plus tard. Donc c'est un reportage télévisé d'une chaîne américaine et qui en fait donc c'est un reportage sur des événements qui se sont déroulés à Amsterdam en novembre 2024.
lorsque des supporters de l'équipe de foot Maccabi Tel Aviv Football Club se sont donc rendus à Amsterdam pour soutenir le match de leur club contre l'équipe locale AFC Ajax. Tout ceci dans le contexte du génocide israélien des Palestiniens, diffusé, comme vous le savez, en direct depuis Gaza sur Instagram. On parle souvent du premier génocide live-streamed de l'histoire. Donc, pour en revenir à l'événement, les supporters du Maccabi sont connus pour être farouchement racistes et anti-palestiniens, très violents. Il y a pas mal de reportages que vous pourrez trouver en ligne si vous cherchez un petit peu, où leurs violences sont enregistrées sur vidéo et commentées. Et je pense qu'il est important aussi de souligner que beaucoup d'entre eux servent également dans le Sahel, donc directement impliqués dans le génocide. Et le reportage que nous n'avons pas pu voir donc parle, si je me souviens bien de ce reportage, de pogrom à Amsterdam, de chasse aux Juifs, etc., etc. Donc c'est ainsi que l'événement nous avait été présenté à l'époque. Maintenant, ce qui s'est réellement passé cette nuit-là est maintenant assez clair, car nous disposons de séquences vidéo considérables, filmées évidemment pas par les médias traditionnels, mais par un YouTuber néerlandais de 14 ans appelé Bender, qui se trouvait là complètement par hasard et qui a donc filmé pendant une bonne partie de la nuit les événements. Donc les événements sont extrêmement différents de ceux qu'on nous a, donc de la manière avec laquelle ça a été reporté. Donc sur les vidéos, on peut entendre des chants, Death to Arabs, Mort aux Arabes, Fuck Palestine, pas besoin de traduire, et même des chants qui vous glaceraient le sang, tels que, donc celui-là je l'ai traduit, Pourquoi n'y a-t-il plus d'école à Gaza? Car il n'y a plus d'enfants là-bas. Donc une sorte de célébration jubilatoire du meurtre de masse d'enfants que je n'ai personnellement jamais vraiment observé et j'analyse quotidiennement du matériel horriblement raciste et génocidaire pour gagner ma vie. Et c'est donc véritablement mon gagne-pain. Euh, Vous voyez dans les vidéos des personnes exprimant pacifiquement leur soutien à la Palestine qui sont attaquées, ainsi que des habitations privées d'Amstelodamois arborant des drapeaux palestiniens. Et la vidéo de Bender montre que les supporters du Maccabi sont armés de tuyaux en acier et de planches en bois, et on les voit semer vraiment la pagaille dans le centre d'Amsterdam, attaquant les gens, crachant sur des gens, lançant des projectiles et des pierres sur les passants, les taxis, et point important, même la police. Donc on les voit très clairement attaquer la police. Et donc suite à leur provocation, certains des supporters israéliens ont effectivement été attaqués à leur tour, et plusieurs ont même été hospitalisés. Maintenant, ce qui m'intéresse vraiment n'est pas vraiment le sujet génocidaire comme étant le génocide ou promouvant le génocide ou jubilant même du génocide, mais comment les institutions néerlandaises et occidentales ont réagi. Et il y a vraiment trois institutions qui m'intéressent. Tout d'abord, la police amsterdam-damoise. Deuxièmement, les médias, dont on aurait vu un exemple si la vidéo marchait. Et troisièmement, les élites politiques aux Pays-Bas et en Occident. Donc très brièvement, la police. Les séquences de Bender montrent quelque chose d'extrêmement intéressant, à savoir qu'à aucun moment, la police d'Amsterdam n'est intervenue pour arrêter les chants génocidaires et racistes ou les attaques physiques des supporters du Maccabi contre des passants, voire contre la police elle-même. Et donc, plutôt que de protéger ceux qui étaient attaqués, la police les a systématiquement chassés avec des matraques. Donc, on voit la police chasser les gens qui sont effectivement véritablement les victimes des supporters de Maccabi. Et 62 d'entre eux ont été arrêtés. Donc,
pas du tout les supporters de Maccabi, hein, ceux qu'ils attaquaient, dont 5 ont été inculpés plus tard. Aucun supporter du Maccabi n'a été mis à l'arrêt. Et en fait, les vidéos montrent la police formant un cordon sanitaire autour des hooligans pour les protéger, et on les voit même les escorter jusqu'à leur hôtel en bus. Et le chef de la police d'Amsterdam a déclaré plus tard, sans ambiguïté, que, je cite, le bien-être des Israéliens était notre priorité absolue. Donc retenez ça pour l'instant. Parlons des médias. Donc le lendemain, les médias occidentaux se sont absolument déchaînés. Les témoignages et les images disponibles ont été inversés, en fait. Donc il y a une scène que vous verrez dans cette vidéo si vous la regardez plus tard, qui montre des supporters du Maccabi en train de poursuivre des Amstelodamois dans les rues. Et cette vidéo est présentée comme exactement l'inverse. Donc comme les supporters des autres qui poursuivent ceux de Maccabi. Un reportage de Sky News qui s'en tenait aux faits a été retiré, remanié et rediffusé. Ça aussi, vous pouvez en trouver quelques traces en ligne. Donc ça, c'est la réaction des médias. Maintenant, les élites politiques. Donc aux Pays-Bas, ainsi que dans le reste du monde occidental et en Israël, les élites politiques étaient unies dans leur mobilisation du langage de l'antisémitisme et de la Shoah pour décrire la confrontation comme un pogrom, Kristallnacht, une chasse aux Juifs, etc., etc. En d'autres termes, les individus qui attaquaient, scandaient des slogans racistes et génocidaires, intimidaient physiquement des citoyens pacifiques, attaquaient la police, ont été présentés comme des victimes. C'est un point très important. Les véritables victimes, quant à elles, ont été présentées comme des antisémites et comme majoritairement musulmans ou pro-palestiniens, et donc des antisémites. Alors, la raison pour laquelle j'ai voulu commencer par cet épisode, c'est que cet épisode illustre ce que j'appelle le privilège sioniste ou le privilège israélien en Europe occidentale, qui est quelque chose d'extrêmement intéressant, car il s'agit d'un privilège qui n'est même pas accordé aux citoyens blancs, masculins, hétérosexuels européens. Donc, il s'agit d'un privilège véritablement exceptionnel. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là qu'un supporter blanc, masculin, hétérosexuel, classe moyenne de l'Ajax n'aurait pas pu se livrer à ce type de hooliganisme sans faire face à la condamnation, évidemment, mais évidemment à la répression policière. D'accord? Il y a eu des cas dans le passé, c'est assez facile de le démontrer. Ce citoyen-là ne pourrait pas détruire des biens publics et s'en tirer. D'accord? Il ne bénéficierait pas de la protection de la police et encore moins des élites et des médias, et il ne serait surtout pas transformé en victime s'il se livrait à des actes similaires. D'accord? Donc le sujet israélien sioniste bénéficie de prérogatives et de privilèges spéciaux et d'une sorte d'immunité. Et donc ma question pour commencer cette réflexion est pourquoi? Et surtout comment? Donc j'essaie en partie de répondre à cette question et mon approche pour comprendre ce privilège sioniste, en d'autres termes le sionisme structurel inconditionnel qui le sous-tend en Europe. Euh, je soutiens que nous devons voir cette situation, la situation coloniale en Palestine, comme triangulaire. Alors, j'espère que vous arriverez à voir mon petit schéma. Alors, si vous n'y arrivez pas, donc nous avons ici trois entités ou trois acteurs, si vous voulez, l'Europe, le colonisateur et le colonisé. D'accord? Donc, relation triangulaire avec des interactions dans les deux directions entre chaque acteur, si vous voulez. Pourquoi est-ce que j'ai dessiné ce schéma? Car pour moi, dans une situation coloniale traditionnelle, vous auriez deux sujets, le colonisateur et le colonisé. D'accord? La Grande-Bretagne, l'Inde, la France, l'Algérie. D'accord?
La colonie est une extension de la puissance coloniale. Dans le cas de la colonisation de la Palestine, le colonisateur et l'Europe sont deux entités distinctes. D'accord? Je pense qu'il n'est pas utile analytiquement de les confondre. Alors, notons évidemment que le sionisme est indéniablement un mouvement européen, d'accord, historiquement, né d'une expérience européenne, que l'Europe est le site d'où les colons sont originaires, dans les premières alias. D'accord? Mais cela dit, l'Europe n'est pas entièrement confondable avec le colonisateur. L'Europe a des intérêts dans la colonisation de la Palestine qui sont compatibles avec ceux du colonisateur, mais différents. D'accord? Et donc, pour pouvoir répondre à la question que j'ai posée il y a un instant sur le pourquoi et le comment du privilège sioniste, il faut se demander quels sont exactement ses intérêts et ses enjeux européens dans la colonisation de la Palestine. Qu'est-ce que l'Europe a à en retirer? D'accord? Pourquoi les médias européens offrent-ils une couverture politique au crime israélien, au génocide, voire même au hooliganisme des fans de Maccabi Tel Aviv? Pourquoi est-ce que les élites et les structures étatiques européennes accordent de tels privilèges spéciaux au sionisme israélien? Qu'est-ce que l'Europe gagne en échange? Eh bien, je soutiens qu'elle gagne en échange l'innocence. L'innocence est une priorité pour la blanchité. D'accord? La blanchité, quand je parle de la blanchité, je ne parle évidemment pas d'un groupe de personnes, mais plutôt d'un système de pensée, un système de connaissance, au sens de Foucault et de Edouard Saïd. Et j'utilise aussi les travaux de ma consoeur Gloria Viveker aux Pays-Bas et son ouvrage L'innocence blanche. Euh, Cette innocence blanche a été souillée par la découverte des camps de la mort de l'Allemagne nazie en 1945, ce qui a mis en lumière une histoire d'antisémitisme qui perturbe la structure et les tropes fondamentaux de la modernité libérale européenne. D'accord? Donc, dans le narratif de l'Europe en tant que civilisation du progrès, de l'avancement scientifique et de l'émancipation sociale, l'histoire de l'antisémitisme et de la Shoah représente, si vous voulez, quelque chose qui perturbe une espèce de tache sur le tableau. Et, euh, et cette innocence blanche, j'aimerais souligner que ce n'est pas seulement un discours. C'est pas juste un narratif, c'est pas juste des mots. Cela fait partie intégrante de la suprématie blanche. C'est quelque chose qui structure de manière omniprésente, qui façonne les relations sociales, les hiérarchies, les distributions des privilèges et des ressources et du capital symbolique, si vous voulez. Et donc, mon argument central ici est que dans cette relation triangulaire, le sionisme a besoin du soutien occidental blanc pour mener à bien la colonisation et le génocide. L'euro-blanchité, l'Occident, a besoin du sionisme car le sionisme lui offre l'innocence. D'accord? Comment? Eh ben, en banalisant l'histoire européenne de l'antisémitisme et en la transférant sur le sujet colonisé qui devient ainsi l'antisémite par excellence. Je vais vous montrer un deuxième schéma en espérant il est lisible. Donc vous avez dans la relation triangulaire le besoin de l'Europe ici, l'innocence blanche, euh, le colonialisme de peuplement, d'accord? Et l'islamophobie, je reviendrai plus tard pour expliquer comment est-ce que l'islamophobie s'insère dans ce schéma. Donc, souvenez-vous de Netanyahou. Et donc, mon argument est que ce transfert de l'antisémitisme et de la Shoah sur les Palestiniens explique en partie les privilèges que les élites européennes accordent volontiers, dans ce cas, aux hooligans génocidaires israéliens. Puisque le message est que, en fait, ce n'est plus vraiment vous, les antisémites. De l'eau a coulé sous les ponts, nous vous pardonnons. Les vrais antisémites, c'est eux. Donc, d'où l'enjeu important pour la conscience libérale européenne. Alors, comment est-ce qu'on en est venu là? Comment est-ce que cela s'est passé historiquement?
cette transaction, puisque on peut vraiment voir ça comme une transaction, un échange. Euh, je soutiens que cette transaction a initialement pris la forme d'une historiographie spécifique qui a construit les Palestiniens non seulement comme des orientaux arriérés, incompétents, qu'il faut aller civiliser, mais aussi comme des antisémites, et dans certains cas comme complices de la Shoah. Donc c'est ainsi que cette historiographie a transféré le contexte historique du projet sioniste, le contexte d'antisémitisme, d'accord, les pogroms, l'antisémitisme, les expulsions de juifs tout au long du Moyen Âge, etc., etc. Une histoire qui culmine avec la Shoah, d'accord? Cette histoire-là est délogée, si vous voulez, de son contexte historique, là où il s'est réellement produit, c'est-à-dire en Europe, et est transférée vers la Palestine, mais comme je le disais avant, plus globalement, le monde arabe et le monde musulman. Et les Palestiniens ne sont pas simplement présentés comme des antisémites ou comme des pro-nazis, mais je dirais qu'ils sont racisés comme tels. D'accord? Donc l'antisémitisme devient un caractère qui les définit, un caractère immuable et héréditaire. Et c'est pour ça que je pense qu'il est plus utile analytiquement de voir cela comme un caractère racial. Euh, et c'est pour ça aussi que les caractères que cette historiographie attache aux Palestiniens s'appliquent automatiquement, quasiment, aux Arabes et aux musulmans plus généralement. D'accord? Car cette racisation est ancrée dans les structures islamophobes, d'accord, qui se croisent. La racisation des Palestiniens, des Arabes et des musulmans plus globalement sont des structures racisantes qui se croisent, qui ont des intersections. Euh, alors, une toute petite mise en garde. Mon propos n'est pas de dire que l'historiographie que j'analyse est la seule explication du sionisme européen, d'accord? Le sionisme européen a de nombreuses, si vous voulez, raisons d'être, certaines étant matérielles, d'autres étant cette idée judéo-chrétienne comme l'idée d'Israël étant notre allié, la seule démocratie au Moyen-Orient, etc., etc. Il y a aussi effectivement des réseaux de lobbies pro-israéliens qui opèrent et instrumentalisent l'accusation d'antisémitisme, comme vous le savez tous. Sans aucun doute, nos institutions, la mienne particulièrement, King's College London est une institution extrêmement problématique à cet égard-là. Donc nos institutions sont effrayées par la possibilité d'être étiquetées comme antisémites. Donc tout cela résulte de la configuration particulière qui place Israël au cœur de la blanchité et de l'innocence blanche. Donc, je m'en vais maintenant dire quelques mots de cette historiographie et des conditions de son émergence. Alors, alors, pour comprendre la nouveauté de cette historiographie, il faut d'abord se rappeler un fait assez surprenant. Euh, Tout va bien? Je vous vois en train de bouger et de parler. Est-ce que je... Il y a beaucoup de soleil, donc on fermait Ah, d'accord, ok, pas de problème. un... D'accord. Je me suis dit, il y a peut-être encore eu un problème technique. Non, pas de problème, tout va bien. Je t'entends très bien. Donc, il faut se rappeler, et ça peut paraître surprenant aujourd'hui, qu'au XIXe siècle, l'historiographie juive européenne dominante, qu'on appelait en allemand Wissenschaft des Judentums, représentée par Heinrich Gretz, par exemple, cette historiographie dominante au XIXe siècle dépeignait l'expérience historique des Juifs en terre musulmane, notamment Al-Andalus et l'Empire ottoman, comme un âge d'or. Et cette historiographie idéalisait la coexistence sous les princes musulmans, parfois de manière excessive, la coexistence entre les juifs et les musulmans. Et cette historiographie contrastait toujours
cette coexistence idéalisée avec les trahisons de l'émancipation juive dans l'Europe du 19e siècle, en particulier en Allemagne. Ce qui est intéressant, c'est que pour dominante qu'elle fut, cette historiographie, elle fut simplement abandonnée au XXe siècle. Pourquoi? Parce que le sionisme. Parce que le sionisme ne pouvait pas accommoder une histoire de coexistence judéo-musulmane positive. D'accord? Une telle histoire projetait une lumière négative, si vous voulez, sur le projet sioniste, qui est donc fondé sur la dépossession des descendants de ces mêmes sociétés musulmanes médiévales. Donc, c'est un discours qui, ça ne collait pas, si vous voulez. Donc, cette historiographie fut remplacée et à sa place, un genre nouveau d'historiographie émerge, d'abord dans les années 1940 avec Cécile Roth. Malheureusement, je n'ai pas ma présentation, mais si vous voulez noter, donc Cécile comme Cécile au féminin, mais sans E, Roth, R-O-T-H. Donc d'abord dans les années 40, mais de manière beaucoup plus cohérente et soutenue à partir de la guerre de Six Jours, donc après 1967, avec des auteurs tels que Martin Gilbert, Saul Friedman et plus tard Batior. Aurélia a mentionné le mythe d'Orabia. Donc Batior est l'autrice d'Orabia. Je vais revenir à Batior dans un petit moment. Et donc, cette nouvelle littérature qui émerge à travers ces auteurs-là, mon collègue Marc Cohen la qualifie de néo-larmoyante. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il y avait un modèle antérieur, si vous voulez, qu'on appelait l'historiographie larmoyante, qui présentait l'histoire juive en Europe comme une série de persécutions. D'accord? Et cette approche néo-larmoyante, si vous voulez, elle étend le modèle ou transfère le modèle au monde islamique, en affirmant que les Juifs y ont toujours aussi été opprimés, tout autant, sinon plus. D'accord? Donc, l'histoire complexe des relations judéo-musulmanes, à plein d'égards bien préférable au sort des Juifs en Europe, puisqu'il n'y a jamais eu d'expulsion, de pogrom ni de Shoah, et que cette partie du monde fut une terre de refuge, notamment après l'expulsion de 1492, expulsion de Libérie. D'accord? Donc, l'histoire de toute cette région se retrouve simplifiée, si vous voulez, en une séquence d'atrocités antisémites présentant un prélude au sionisme. D'accord? Et c'est l'islam lui-même qui devient, dans cette littérature, considéré comme antisémite. Donc, pour soutenir leur thèse sur l'antisémitisme islamique, ces auteurs citent longuement des passages du Coran qui dénigrent effectivement les Juifs. Ceci étant dit, il faut quand même souligner que la plupart des spécialistes de l'islam médiéval considéraient cela comme une réécriture de l'histoire, car l'islam n'est pas intrinsèquement antisémite de la même manière que le christianisme l'est. D'accord? Je ne dis pas que tout était rose, mais il n'y a pas d'équivalent islamique de l'idée chrétienne des Juifs comme le peuple déicide, comme le peuple traître qui a refusé de reconnaître le Messie, qui retarde le retour du Messie et l'Apocalypse, qui a crucifié le Messie, etc. Il n'y a vraiment pas d'équivalent de tout cela. Il n'y a pas non plus d'équivalent islamique du crime rituel. Donc le mythe antisémite chrétien selon lequel les Juifs utilisent le sang d'enfants chrétiens sacrifiés dans leur rituel démoniaque et adorent l'antéchrist. D'accord? Je pense que il n'est pas controversé de dire que les savants musulmans médiévaux étaient beaucoup plus préoccupés par les chiites et dans une moindre mesure par les chrétiens que par les juifs. Mais bon, déconstruire les affirmations de la littérature néo-larmoyante est facile, mais je pense que euh, ce qui est important, c'est que ces affirmations sont imprégnées d'une autorité immédiate.
quand elles sont émises, en raison des spécificités de la production de la connaissance islamophobe et de l'orientalisme, etc., théorisé par Foucault, Edward Said, etc. Maintenant, je suis sûr que en repensant à Netanyahou, vous serez d'accord qu'il y a quand même une différence entre affirmer que les Juifs médiévaux ont souffert sous les princes musulmans et affirmer que le Mufti de Jérusalem a conçu la Shoah. Donc, que s'est-il passé entre-temps? Eh bien, entre-temps, ce qui s'est passé, c'est ce que j'appelle la nazification des Palestiniens. Donc, il y a eu une réalisation que je placerai historiquement dans les années 70, à savoir que la thèse principale de la littérature néo-larmoyante est intéressante d'un point de vue sioniste. Elle fournit une architecture idéologique pour opérer ce transfert de culpabilité, mais ça reste de l'historiographie médiévale. D'accord? Donc ça reste un truc élitiste et abstrait. D'accord? Donc pour pouvoir être pleinement exploitable par le sionisme dans le présent, il faut y apporter quelques adaptations. D'accord? Et un certain nombre d'auteurs ont entrepris ce travail, le plus important étant Bernard Lewis, dont je suis sûr vous avez tous entendu parler. Donc Bernard Lewis publie en 1987 un livre qui s'intitule Sémites et antisémites, dans lequel il se présente comme la voix de la raison. D'accord? La première chose qu'il fait, c'est très intéressant. D'abord, il réfute l'historiographie néo-larmoyante. Il soutient qu'il n'y a pas du tout d'équivalent de l'antisémitisme chrétien dans l'islam médiéval. Tout cela, c'est des balivernes. D'accord? Donc, ça commence bien, a priori. Mais ensuite, il affirme qu'au XXe siècle, sous l'influence de la propagande nazie, les Arabes adoptent en bloc et quasiment du jour au lendemain l'antisémitisme européen, donc dans sa forme nazie. C'est assez important, dans sa forme la plus extrême et potentiellement génocidaire. Et une caractéristique de cette littérature, donc, qui est initiée par Bernard Lewis, mais repris par un certain nombre d'auteurs plus tard, est qu'elle nazifie les Palestiniens. Et elle se concentre sur une figure idéalement adaptée à ses fins, à savoir le Mufti de Jérusalem, Haj Amin al-Husseini, qui était donc le dirigeant du mouvement national palestinien jusqu'en 1941. Donc sa collaboration avec les nazis est bien documentée, d'accord? Mais ce que fait cette historiographie, c'est que bah, non seulement elle exagère considérablement ses actes, ou voire les invente, mais elle en attribue la responsabilité collectivement aux Palestiniens. Je pense que c'est un point très important. Bon, pardon, je dois tousser. Pardon, excusez-moi. Donc, où en étais-je? Oui. Alors, cette littérature suggère donc que cette sympathie pro-nazie était généralisée chez les Palestiniens, les Arabes, etc. Euh, et donc certains des mythes de ces littératures euh, est par exemple que Haj Amin al-Husseini était impliqué dans l'organisation des unités arabes de la Wehrmacht. D'accord? Mais bon, ce sont donc des théories qui ont été euh, enfin, qu'on a analysé de manière critique, plusieurs auteurs, notamment Gilbert Achcar en français. Ce que cette littérature-là occulte, c'est par exemple que les appels de Haj Amin sont restés quasiment lettres mortes. Que ces unités arabes n'ont jamais compté plus de 130 hommes. D'accord? Donc, quand on met cela en perspective avec les 9000 Palestiniens qui ont combattu aux côtés de l'armée britannique contre les nazis, alors même qu'on leur interdisait de le faire, n'est-ce pas? Donc ça met tout cela en perspective. On parle beaucoup aussi des troupes musulmanes bosniaques que Haj Amin aurait tenté de former en bataillon. Et on prétend qu'ils ont donc ethniquement nettoyé les juifs de Bosnie. La réalité est plutôt que ce sont les fascistes croates qui s'en sont chargés et donc les troupes de Haj Amin
ont saisi la première occasion pour déserter et rejoindre la résistance française. Mais de nouveau, déconstruire cette littérature, c'est facile, d'accord, mais bon. Euh, Quelque chose qui est important quand même, c'est les inventions, donc les inventions vraiment vérifiables et fallacieuses de cette littérature. Notamment, il est affirmé que Eichmann lui-même aurait donné à Hajj Amin une visite privée des camps de la mort, notamment de Auschwitz. Et donc Hajj Amin aurait évidemment remercié Eichmann, félicité les employés des camps de la mort, etc. Euh, alors nous savons évidemment que tout cela est faux et la raison en est que parfois ceux qui inventent ces mythes se vantent ensuite de les avoir inventés. Et là, dans ce cas-là, il s'agit de Simon Wiesenthal. Bref, j'ai quelques références dans l'article qui va paraître sur ce sujet. Bref, mon propos n'est pas de savoir ce qui est vrai, de ce qui ne l'est pas, mais comment cela se fait-il que certaines prétentions euh, collent, ça se dit, non, ça se dit pas en français, enfin, sont acceptées, et d'autres ne sont pas acceptées. D'accord? Je pense que la configuration du pouvoir et du savoir fait que une affirmation islamophobe est toujours, a toujours cette autorité et s'impose. Peu importe si elle est réelle ou pas, surtout quand elle joue une fonction importante dans les structures du pouvoir, dans la blanchité, et qu'elle profite au groupe dominant d'une manière ou d'une autre. Dans ce cas précis, il y a deux bénéficiaires. Il y a le colonialisme qui se retrouve légitimé, d'accord? Donc la dépossession continue des Palestiniens, la colonisation de leurs terres, leur extermination est légitimée comme un cas de légitime défense contre des antisémites et des collaborateurs nazis, voire les nazis eux-mêmes, voire pire que les nazis, comme le dirait Netanyahou. Deuxième groupe qui bénéficie, ben, la conscience libérale européenne, elle bénéficie énormément de ce type de narratif et cette historiographie. L'histoire de Hajj Amin crée un cadre idéologique dans lequel la responsabilité européenne de la Shoah peut être symboliquement partagée, sinon entièrement transférée vers quelqu'un d'autre. Et cela a permis au public occidental de voir Israël non pas comme un agresseur colonial, mais comme une victime se défendant contre les mêmes forces qui menaçaient autrefois l'Europe. D'accord? Et donc, il y a une raison pour laquelle c'est particulièrement parmi les historiens allemands que l'on trouve les affirmations les plus totalisantes sur le Moufti de Jérusalem. Des auteurs tels que Matthias Kunzel, Martin Küppers et Klaus Michael Malmann. Euh, Est-ce que je vous les mets je vous les mets dans le chat au cas où vous prenez des notes. Voilà, donc ce sont des auteurs à grand succès, hein, tous, et ils ont tous été traduits en français. Je pense que les Allemands ont quand même le plus gros enjeu dans ce transfert de culpabilité. Maintenant, permettez-moi simplement de souligner que la tentative de Netanyahou d'attribuer la Shoah à Hajj Amin et de disculper Hitler, ce qui n'est quand même pas rien, est la manifestation la plus extrême de cette historiographie colonisée. Mais on n'a pas besoin d'aller aussi loin, d'accord, pour transférer l'antisémitisme sur les Palestiniens, les Arabes et les musulmans. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. C'est-à-dire que en bougeant le débat, enfin en poussant le débat dans cette extrémité-là, donc tout le débat dans le champ d'études de l'antisémitisme et de la Shoah a eu lieu sur le rôle exact de Hajj Amin, est-ce qu'il a fait ci, est-ce qu'il a fait ça, d'accord? Mais cela, en quelque sorte, légitime le transfert en lui-même. Ce qui n'est pas remis en question, c'est le point principal, à savoir, l'argument principal, à savoir que les Palestiniens sont des antisémites. Euh, donc, vous voyez un petit peu l'utilité de Hajj Amin, de ce personnage, dans cette légitimation sioniste et dans l'innocence blanche.
Et je pense que c'est cela qui explique la place absurdement disproportionnée qu'occupe Hajj Amin dans la littérature sur la Shoah. Mon confrère Peter Novick a montré que dans l'encyclopédie de la Shoah, donc c'est une encyclopédie, enfin, quelque chose de très sérieux édité par Yad Vashem, l'article sur Al-Husseini est plus long que ceux qui sont consacrés à Eichmann, à Goebbels, à Himmler, à Heydrich, d'accord, à tous les nazis. Il n'y a qu'un seul personnage dans toute l'encyclopédie qui bénéficie d'une biographie plus longue, c'est Adolf Hitler. D'accord, donc ça illustre vraiment la place qu'il occupe. Donc, mon argument est que ce transfert doit vraiment être, donc un argument supplémentaire, si vous voulez, et que ce transfert de l'antisémitisme doit être vu comme un processus de racisation, puisque l'antisémitisme de Al-Husseini est automatiquement attribué, donc il est attribué à des caractéristiques essentielles, voire immuables, d'accord, comme je le disais tout à l'heure, qu'on peut analyser donc comme raciales. Euh, et donc voilà. Donc, pourquoi est-ce que je disais plutôt qu'il faut voir tout cela dans le cadre de l'islamophobie? Euh, je pense qu'analytiquement, la structure de l'islamophobie nous permet d'analyser ce transfert de manière plus claire, si vous voulez. Cette historiographie tire sa construction discursive, son pouvoir de convaincre et sa fonction dans le monde réel, donc au-delà des livres d'histoire, de l'islamophobie, de la structure islamophobe. Et une façon de montrer cela est de mettre en évidence les intersections euh, idéales euh, et, et personnelles aussi, par laquelle j'entends l'implication des mêmes personnes, si vous voulez, avec le même agenda, à la fois dans l'élaboration de cette historiographie et dans la production de l'islamophobie savante et textuelle. Et j'ai pour cela deux cas que je vais mentionner brièvement. Premièrement, l'islamophobie complotiste et deuxièmement, la thèse du nouvel antisémitisme. Donc, ce que j'essaie de montrer, c'est que les mêmes idées et parfois les mêmes individus, si vous voulez, se trouvent dans les deux camps. Dans l'historiographie anti-palestinienne, si vous voulez, ceux qui font le transfert et ceux qui sont actifs dans la promotion de l'islamophobie complotiste ou de la thèse de la nouvelle judéophobie ou du nouvel antisémitisme. Alors, tout d'abord, l'islamophobie complotiste. Mon étude de cas est Batior, je l'ai mentionné donc tout à l'heure, ma chère compatriote suisse et ancienne voisine, n'est-ce pas? J'ai essayé de la convaincre de me donner un entretien. Voilà, je crois elle a cherché mon nom sur Google et s'est rendu compte que bref, donc je n'ai jamais obtenu l'entretien avec Batior. Bref, ça c'était pour la petite histoire. Donc Batior est à la fois l'une des autrices les plus lues de l'historiographie néo-larmoyante, donc celle qui se focalise sur l'époque médiévale, et l'une des théoriciennes les plus importantes et influentes de l'islamophobie complotiste, notamment des théories d'islamisation, avec sa thèse d'Orabia. Et je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais je peux en parler tout à l'heure quand j'aurai fini. La thèse d'Orabia qui a inspiré quand même le tueur de masse norvégien Anders Breivik, qui a, comme peut-être vous le savez, assassiné 77 personnes à Oslo et sur l'île d'Utøya en 2011 pour ralentir ou stopper l'islamisation de la Norvège. Donc il est frappant de constater que tandis que Batior insiste sur le fait que l'antisémitisme et la répression antichrétienne sont des éléments fondamentaux de l'islam, d'accord, ce qu'elle appelle la dhimmitude, d'accord, elle mentionne très rarement, voire jamais, j'ai lu tout ce qu'elle a écrit, hein. C'est très difficile, mais je l'ai fait. Elle parle extrêmement rarement, si jamais, sinon jamais, de l'antisémitisme européen.
Et quand elle le fait, c'est généralement soit pour en minimiser l'importance ou pour l'imputer à l'islam. Donc elle aussi, elle prétend que Hitler se serait inspiré de l'antisémitisme islamique dans la mise en œuvre de la Shoah. Donc ça va extrêmement loin. Et donc ces déformations de l'histoire s'expliquent par le projet politique très concret qu'elle poursuit, à savoir la création d'un front idéologique unissant Israël et l'Occident contre contre les musulmans. Et en récompense de leur aide, les Européens se retrouvent quasiment disculpés de leur passé antisémite. De l'eau a coulé sous les ponts, les ennemis d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier, les ennemis d'hier sont peut-être les amis d'aujourd'hui, etc., etc. Donc, ça, c'était le premier cas d'étude, le premier exemple. Deuxième exemple, la thèse du nouvel antisémitisme. D'accord? Donc, c'est la thèse selon laquelle donc le nouvel antisémitisme aujourd'hui est plus situé à gauche qu'à droite, et plus chez les migrants, évidemment d'origine arabe et musulmane, que parmi les bons blancs français ou autres. Thèse qui a été rendue célèbre par Pierre-André Taguieff en France, mais qui, de nouveau, plonge sa racine dans les écrits de Bernard Lewis, donc le personnage qu'on retrouve euh, constamment en fait dans cette histoire. Donc le nouvel antisémitisme, c'est pas de l'historiographie. D'accord. Donc c'est quelque chose de différent, mais elle utilise l'architecture. Ah oui, donc on me demande d'épeler le nom de Battier-Or. Donc Battier-Or, qui signifie en hébreu fille du Nil, référence à ses origines juives européennes, mais vivant en Égypte. Oui, alors que disais-je? Alors, la thèse du nouvel antisémitisme, elle utilise l'architecture de l'historiographie néo-larmoyante, anti-palestinienne, etc., pour étendre en fait la présomption d'antisémitisme à tous les musulmans, en particulier ceux qui vivent en Occident aujourd'hui. Donc en fait, elle fait d'une pierre trois, quatre coups. Donc, tout d'abord, elle efface l'antisémitisme occidental, donc les antisémites aujourd'hui blancs, français, le alt-right américain, ce qu'on appelle les paléoconservateurs américains, enfin tous ces gens-là se retrouvent invisibilisés, donc protégés, puisque l'antisémitisme devient le fait principalement des Palestiniens et du mouvement pour la Palestine. Donc, donc d'une pierre quatre coups, j'ai dit, je crois. Donc, deuxièmement, c'est un narratif qui soutient une position donc sioniste et anti-palestinienne, d'accord, qui assimile l'antisionisme à l'antisémitisme. Donc tout ce dont on parle souvent sur cette confusion entre l'antisionisme et l'antisémitisme, euh, ça fait partie, si vous voulez, du bagage idéologique de la thèse du nouvel antisémitisme, d'accord? Troisièmement, cela diabolise les immigrants donc dans un cadre de discours anti-migration en Occident. Donc les migrants, les descendants des immigrés se retrouvent de nouveau problématisés, d'accord? Cette fois-ci en tant que les vrais racistes, d'accord? Les vrais antisémites. Euh, et quatrième coup, je crois, on a, au quatrième coup, eh bien, elle jette en pâture également la gauche. Alors c'est super. Enfin, c'est vraiment, enfin, cela explique le sujet, le succès phénoménal de la thèse du nouvel antisémitisme, son institutionnalisation à travers la définition de l'IRA. Par exemple, je suis actuellement assis dans une institution qui souscrit à cette définition. Je vis dans un État qui a adopté donc cette définition. Euh, voilà. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Oui, il y a une intersection euh, assez importante également. Comme je disais, il y a des intersections entre la thèse du nouvel antisémitisme et certaines formes d'islamophobie. Le déni d'islamophobie. Le déni d'islamophobie sur lequel j'ai pas mal travaillé, qui pour moi est une caractéristique vraiment centrale
de l'islamophobie. L'islamophobie n'existe pas, les musulmans ne sont pas une race, enfin vous connaissez évidemment toutes ces théories. D'accord? C'est les personnes, notamment en France, qui sont les plus actifs dans la promotion du déni d'islamophobie, les Taguieff, les Bruckner, etc., etc., sont aussi ceux qui sont le plus investis dans la promotion de la thèse du nouvel antisémitisme. Euh, donc voilà, je peux m'étendre là-dessus si vous le désirez tout à l'heure. Oula, ça fait un petit moment que je suis en train de parler, donc laissez-moi conclure rapidement, car j'aimerais vous donner l'occasion de me poser des questions. Donc, alors, j'aimerais conclure en offrant une analyse des fonctions de cette historiographie anti-palestinienne, pourquoi elle est importante dans notre compréhension de l'islamophobie. Donc, j'ai trois éléments que j'aimerais souligner. Premièrement, la colonisation de l'historiographie palestinienne, donc ce transfert de culpabilité antisémite, a joué un rôle idéologique clé dans la légitimation de la dépossession, de l'oppression continue des Palestiniens depuis la Nakba, y compris dans le génocide actuel. Puisque les Palestiniens sont antisémites, il n'est que justice que dans la revendication de leur terre, les Juifs, ici le sionisme parlant au nom de tous les Juifs, commettent des violences contre eux. Deuxièmement, nous ne devons pas voir cela comme une simple relation bilatérale de domination entre les sionistes et les Palestiniens, mais plutôt comme une relation coloniale triangulaire, dans laquelle la troisième partie, à savoir la conscience occidentale, spécifiquement européenne, est essentielle dans le fonctionnement de la transaction. Et je pense que si nous confondons les sionistes et les Européens, on rate certains aspects de l'analyse. Les Européens ne suivent pas simplement ce que leur dit le lobby israélien ou les médias. L'Europe a ses propres enjeux dans la colonisation de la Palestine, compatibles, mais des enjeux distincts, à savoir le transfert de l'histoire de l'antisémitisme. Donc, on se blanchit, d'accord, aux dépens des Palestiniens. Donc, cela profite à la perception de soi, quelque chose de fondamental. Je parle de l'innocence blanche, etc. Et donc, ce que le sionisme offre au libéralisme européen, c'est une conscience nettoyée, blanchie de la culpabilité de l'antisémitisme. Donc voilà le deuxième point que je voulais souligner, excusez-moi. Donc c'est une situation gagnant-gagnant, d'accord? Enfin, sauf pour les Palestiniens, évidemment, qui en paient le prix. Et donc, à mon avis, cela explique en partie ce sionisme inconditionnel des élites européennes et l'engouement structurel de l'Europe, pardon, pour l'impunité israélienne. Pardon, excusez-moi, je dois tousser un bon. Pardon, excusez-moi. Donc cela explique en partie ce sionisme structurel et inconditionnel que l'on peut observer aussi bien dans les médias que dans les structures étatiques, etc. Je pense que l'idée civilisationnelle de l'identité européenne, dans sa version libérale, son sens de soi, si j'ose dire, son bien-être émotionnel, voire, dépendent de cette transaction et de cette innocence. Et s'il y a donc un moyen bon marché d'expier l'antisémitisme, il faut le prendre. C'est le cas de l'Allemagne, par exemple. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie de monopoliser le reste du temps qu'on a ensemble. Donc voilà, merci beaucoup. J'attends vos questions. Merci beaucoup. C'était très, très intéressant. Moi, j'ai plein de questions et je vais donc tout de suite donner la parole aux étudiants, mais je vais donc d'abord
poser une première question par rapport à ce que tu dis de l'Allemagne. Je me demande quand même si cette idée d'innocence blanche ne concernerait pas avant tout l'histoire coloniale et qu'en fait, en tout cas concernant l'Allemagne, il y a vraiment une structuration de l'identité justement sur la culpabilité. On ne veut pas renoncer à cette culpabilité. Elle est fondatrice de l'identité nationale allemande. Et ceux qui ne veulent pas la reconnaître en sont exclus. Enfin, je pense à ce livre que m'a récemment passé Elad et que j'ai lu tout récemment de Luca Di Blasi, qui s'appelle La politique de la culpabilité, Die Politik der Schuld, qui est, moi, je trouve tout à fait remarquable et où il montre comment, depuis l'après-guerre, cette identité allemande se construit précisément sur cette forme de ce qu'il appelle la culpabilité confessionnelle. Donc, on l'avoue et on forge un collectif national précisément sur cette culpabilité pour ensuite revenir à des formes de culpabilité qu'il appelle collusives, hein, en se référant à Freud, à Moïse et Mothéisme, euh, où il s'agit justement de ne plus reconnaître des culpabilités d'autres crimes en cours, comme par exemple la complicité dans le génocide des Palestiniens, mais donc en pouvant exclure de cette identité, de ce corps national allemand coupable, mais qui revendique cette culpabilité, ceux qui ne veulent pas la reconnaître. Et donc ça complique un peu, voilà, peut-être éventuellement, ou en tout cas ça le déplace, enfin je serais heureuse d'entendre ce que tu en dis. Et oui, je trouve cette idée de triangle très convaincante parce qu'en fait, c'est déjà ce que tu abordes dans le dernier chapitre de ton livre, enfin, quand tu parles de ce déplacement des agents et qu'en fait, donc, on ajoute ce tiers qui fait qu'en fait, on a cette transaction qui, du coup, se joue à trois, effectivement. Et puis, il y a juste une autre question, puisque ça revenait toujours, Bernard Lewis. Alors moi, il y a quelque chose qui m'intrigue, mais je connais pas bien son travail. Mais ce qui m'intrigue dans son système, c'est aussi comment situer le négationnisme concernant le génocide des Arméniens dans sa pensée. Parce qu'en fait, c'est quand même une belle aubaine de pouvoir accuser des musulmans d'un génocide de chrétiens. Donc, enfin, là, je serais curieuse, c'est vraiment par méconnaissance de sa pensée, en fait. J'aimerais bien en savoir plus. Voilà, donc ça, c'est mes questions. Puis après, peut passer à d'autres questions dans la salle, dans les deux salles. Merci beaucoup Aurélia. Donc l'Allemagne, oui, l'Allemagne est un cas extrêmement intéressant. Évidemment, je ne suis pas un spécialiste de l'Allemagne, mais j'ai été influencé dans mon analyse par les travaux de Daniel Marvetsky, qui a donc écrit un livre sur Israël et l'Allemagne, et où il nous explique que donc pour une société qui est très incomplètement dénazifiée, enfin, c'est le moins qu'on puisse dire, surtout dans les années 50, 60, etc., etc., le soutien à l'État d'Israël devient un moyen assez bon marché d'expier la culpabilité. Bon marché, pourquoi? Parce que l'Allemagne reste, même au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, une énorme puissance industrielle, et Israël est initialement un tout petit État. Donc, l'aide allemande à l'armement et la construction d'un certain nombre d'usines, etc., c'est quelque chose qui est assez bon marché, nous dit Marvetsky. Les Israéliens ne sont pas dupes. Ça veut dire qu'ils ne se réconcilient pas avec les Allemands, en tout cas pas à cette époque-là, mais évidemment, ils prennent ce qu'on leur donne très volontiers. Vous avez dit quelque chose d'intéressant sur la culpabilité étant au centre vraiment de l'identité moderne allemande et la revendication de la culpabilité. Je dirais oui. Et de nouveau, je ne suis pas un spécialiste, mais mon impression est que c'est aussi l'expiation de la culpabilité. Je pense qu'il y a aujourd'hui, ben, notamment à travers le soutien inconditionnel à Israël, une conviction que c'est bon, on a expié la faute. Et j'en veux pour preuve, de nouveau, le transfert de l'antisémitisme sur le sujet immigré turc. Et il y a, donc je vous conseille les travaux de Esra Özürek sur les visites des camps de la mort par des écoles allemandes, où il y a, si vous voulez, des cours supplémentaires pour les étudiants d'origine turque ou d'origine musulmane plus généralement, qui sont donc soupçonnés
d'être potentiellement antisémite. Donc, et ces cours-là sont donnés par des gens qui sont des descendants directs de ceux qui ont construit le camp de la mort qui est en train d'être visité. Donc cela montre aussi les mécanismes de ce transfert de manière assez intéressante. Bernard Lewis, oui, alors Bernard Lewis, personnage clé, l'anti-Edward Said par excellence. Euh, c'est vraiment quelqu'un qui, malgré toutes les erreurs qu'il a commises au cours de sa carrière, notamment en encourageant le président George W. Bush d'envahir l'Irak en lui disant qu'il allait être accueilli à bras ouverts par les Irakiens, malgré le nombre d'erreurs flagrantes, a maintenu une stature d'autorité absolument fascinante lors donc sa carrière a dû durer 80 ans, je pense, puisqu'il est mort à 100 il y a quelques années, en 2018. Bref, je vous invite à aller chercher les articles dans les grands journaux américains et britanniques sur Bernard Lewis au moment de sa mort. Le négationniste. Donc, je n'étais pas du tout au courant que, alors, c'était un négationniste par rapport au génocide arménien. C'est très intéressant, mais je trouve qu'il est négationniste à plein d'égards, en fait. Euh, donc, l'opération historiographique de Bernard Lewis, le transfert, s'inscrit dans une opération plus large, où il s'agit de passer sous silence le colonialisme, l'esclavage, le colonialisme européen, l'esclavage et le racisme. D'accord? Et comment est-ce qu'il fait cela? Il évacue complètement le pouvoir et la domination de ses analyses. Chose que, selon un autre article que je suis en train de lire, le champ d'étude de l'antisémitisme et de la Shoah fait également de manière assez systématique dans la période moderne. Donc on enlève le pouvoir et la domination, et donc on peut faire passer les Palestiniens pour des antisémites et les Israéliens pour des victimes. Voilà, la thèse du nouvel antisémitisme a en son cœur cette espèce de cécité envers le pouvoir. Et ça, c'est quelque chose dans lequel Bernard Lewis a investi une très grande partie de sa carrière, notamment ses écrits. Il a écrit par exemple un certain nombre de livres sur l'islam et la race. D'accord? Donc l'islam devient raciste pour occulter la spécificité européenne du racisme. Euh, il fait la même chose avec l'esclavage, l'islam et l'esclavage. Donc, donc toutes ces structures de l'histoire moderne, ces structures fondamentales de la modernité européenne, le colonialisme, l'esclavage, le racisme, etc., deviennent des trucs universels. Donc, si c'est universel et si tout le monde l'a fait, pourquoi en parle-t-on? Et c'est dans ce cadre-là que l'opposition, la résistance anticoloniale arabe spécifiquement, et spécifiquement palestinienne, devient pathologisée chez Louis. Il a des passages fascinants, vraiment, il cicatrise le sujet arabe et ce qu'il appelle sa fierté blessée. Donc vraiment, l'arabe est pathologisé en évacuant complètement le pouvoir, la domination du propos. Donc Bernard Lewis, négationnisme et Bernard Lewis ne font pas deux, dirais-je. Voilà, j'espère que c'était utile. Oui, tout à fait. Et Qui veut Aurélia, est-ce que peut-être on va prendre une petite pause? une petite pause? Très bien. Combien de temps? 10 minutes? C'est bien? Oui, Ouais? 5? 5 minutes? On va? Comme ça, on finit plus tôt. Ouais, très bien. Ok. ok. Si ça va à tout le monde, très bien. Ok. Donc je reviens dans 5 minutes. Ouais, très bien. Ah oui. Il y a des trucs dans le chat. Merci beaucoup. Hop.
On peut avoir 30 minutes encore. Bah, vous pouvez, mais je crois que ça va reprendre malheureusement. Ouais, pour aller fumer, Ouais, il pleuvait trop. C'est pas grave. va falloir tenir. Alors moi je suis là, on peut continuer. On peut continuer, ouais. Et Il donc y on a, il y a, s'arrête dans une il y a demi-heure. un deuxième. Le livre, Reza, le livre a été publié aussi en anglais ou seulement en français? Je suis en train d'essayer de le faire traduire. Non, mais je l'écris en français. Je l'avais écrit en français parce que... pourquoi? Parce qu'on m'a proposé de l'écrire en français. Mais je suis en train d'essayer de le faire paraître en français. Mhm. Pardon, de le faire traduire en anglais. Super, très bien. Parce que voilà, c'est ça aussi. Il y a une question que moi j'ai proposée, j'ai trouvé ça tout vraiment fascinant, très pertinent, très important. Euh, Ces images, enfin, c'est l'insertion de ce mythe Husseini. Rien que l'image de Husseini avec Hitler, ça suffit pour bloquer toute. Enfin, là, on voit en fait que l'islamophobie, elle est jamais assumée, enfin jamais, elle est rarement assumée, mais voilà, il suffit juste une petite mèche et cette photo-là, elle est parfaite pour que voilà, ça réveille tout et que ça bloque euh, toute acceptation du Palestinien comme un sujet politique, en effet. Et ma question, elle est tout autre, parce que tu as parlé de l'Europe, beaucoup de l'Europe. Est-ce qu'il y a encore une différence entre les États-Unis et l'Europe? Enfin, comment ça rentre un peu dans le triangle? Je pense que c'est une question pertinente, enfin, d'autant plus aujourd'hui. On voit que ça colle, mais pas tout à fait. Du coup, c'est ça ma question. Oui, merci beaucoup. Euh, alors, je pense qu'il y a, il y a une intersection tout de même, mais effectivement, je pense que les États-Unis doivent être étudiés à la fois à l'intérieur du système de la blanchité, à la fois séparément de l'Europe. Et je pense que la situation actuelle, comme vous le savez, donc la relation spéciale, special relation, donc ce soutien inconditionnel, mais qui va au-delà en fait d'un soutien inconditionnel. C'est quelque chose qui remonte à 1967, véritablement, puisque au tout début, c'était le bloc de l'Est, comme vous le savez, qui a donc armé le Yishuv et ensuite Israël. Euh, et je pense que ce qui s'est passé aussi aux États-Unis, c'est un processus un tout petit peu différent de l'Europe, c'est ce qu'on appelle whitening, donc le blanchiment. Mais pas le blanchiment dans le sens de disculper quelqu'un qui aurait commis un crime, mais le blanchiment de toutes les populations euh, visuellement blanches, si vous voulez, mais qui n'étaient pas considérées comme blanches dans le système de privilèges du racisme américain. Donc au début du XXe siècle, les Irlandais, les Italiens, les Juifs, les Grecs, les Polonais ne sont pas considérés comme blancs. À la fin du XXe siècle, ils sont blancs. Donc il y a un processus où la blanchité s'étend, notamment après le mouvement pour les droits civiques. Ce n'était pas un acte d'altruisme de la part de l'Amérique blanche WASP, mais plutôt une nécessité pour contrer les revendications des Noirs américains. Euh, et par contre, je pense que l'antisémitisme institutionnalisé a une vie plus longue en fait aux États-Unis. Bernard Lewis lui-même parle, étant donné qu'il était britannique, et au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, en 53, je crois, il écrit ce fameux article sur l'islam et le communisme. Donc, dans le contexte de la guerre froide, il se fait immédiatement embaucher par Princeton. Et donc, il passe le reste de sa carrière aux États-Unis. Et lui-même raconte dans ses mémoires que dans les années 50, à Princeton, il y avait
euh, des cocktail parties, enfin des événements auxquels les Juifs n'étaient pas conviés. Et il parle avec beaucoup de nostalgie du Royaume-Uni, comme un pays qui avait réussi à aller au-delà de l'antisémitisme, etc., etc. Bref, je pense qu'il y a il y a un élément qui est différent aux États-Unis. Donc, il y a cela, il y a surtout Non, oh mais mon Dieu. surtout par rapport à la question de la transaction. J'ai bien aimé la métaphore transaction. Parce que qu'est-ce qu'eux, ils ont à gagner? C'est ça aussi la question. Hmm, Parce que symboliquement parlant. Alors, est-ce que là, ça, par exemple, le fait qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas ce type-là de transaction, peut-être ça peut expliquer l'importance beaucoup plus grande du zionisme chrétien aux États-Unis qu'en Israël, qu'en ouais. Europe. Oui, c'est ce que je voulais dire. Donc, pardon, je ne sais pas comment les appeler en français, comment ça se traduit. Newborn Christians, donc ces évangélistes, euh, Nouveau-né, des je sais pas. nouveaux-nés. Des nouveau-nés chrétiens. Donc ça, c'est vraiment un événement, alors pas spécifiquement américain, puisqu'on en a aussi au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et dans certains pays protestants, mais enfin, c'est vraiment pas une force politique comme ça l'est aux États-Unis. Donc ce sont des gens qui croient en une prophétie selon laquelle le Messie reviendra le jour où les Juifs retourneront dans la Terre sainte. Ce qu'ils ne soulignent pas toujours, c'est que c'est la fin de la prophétie, à savoir que les Juifs vont, pour la moitié, se convertir au christianisme, pour la moitié être massacrés. Donc c'est aussi un petit peu il y a toute une mythologie antisémite, mais qui ne semble pas du tout déranger les dirigeants israéliens qui, comme je le disais tout à l'heure, prennent le soutien là d'où il vient. Ouais, ouais, Donc même s'il venait du diable ou de Hitler lui-même, le prendrait. Euh, donc, il y a cet élément. Alors, c'est vrai que comme je ne suis pas un spécialiste des États-Unis, ça veut dire je me penche sur la question. Je suis de très près les développements actuels dans ce qu'on pourrait appeler la fachosphère américaine, à savoir les paléoconservateurs, les Groypers, comme ils se font appeler, ou le alt-right, qui sont, alors, à l'exception des Groypers, tous euh, caractérisés par un antisémitisme virulent tout en étant pro-sioniste. Donc, l'exemple typique étant Richard Spencer, donc le chef de file du mouvement alt-right américain. Et donc, à Charlottesville en 2017, il a donné ce discours devant ses troupes qui étaient tous alors, en salut nazi avec des croix gammées tatouées, vraiment la totale, hein. Et scandant des cris The Jews will not replace us, donc c'est le grand remplacement, mais en version antisémite. Euh, Tout en prétendant qu'il est un sioniste blanc. Donc il a cette fascination pour cet État colonial blanc qui protège ses frontières. Il y a une espèce de fascination de la suprématie blanche pour la ouais. suprématie juive, cet État qui se maintient dans sa blanchité. Alors évidemment, ce qui n'est pas totalement vrai, mais vu de leur point de vue. euh, euh, donc peut-être ce qu'on pourrait dire, c'est que dans le cas des États-Unis, on a une situation plus fragmentaire où il y a plusieurs groupes avec des intérêts distincts, mais qui sont pro-Israël, chacun pour leur raison. Donc il y a les Newborn Christians, il y a les paléoconservateurs, enfin les conservateurs extrémistes, et évidemment il y a aussi toute la machinerie du lobby israélien qui est beaucoup plus considérable et par sa taille et son financement que dans n'importe quel pays européen. Donc il y a des spécificités quand même. Mais cette culpabilité européenne n'existe pas vraiment aux États-Unis. Ouais. Pardon, c'était une réponse un peu incomplète. C'est bon, merci. Félix, tu n'avais pas une question? Oui, est-ce qu'on Mais il faut... m'entend si je parle d'ici? On entend Oui, oui, je Félix vous ou pas? entends. Je vous Ouais? entends Oui, très bien. Ah. je me demandais, c'est une question qui va un peu contre le sens de ce cours de manière générale, mais on ne parle pas très souvent de l'aspect matériel, économique des liens entre l'Europe et Israël et les États-Unis bien sûr aussi.
où est-ce que vous placez les questions purement de rationalité économique dans votre analyse, surtout si ce que je comprends bien, il y a quand même ce qui se passe, c'est bien sûr, il y a des phénomènes qui sont psychiques qui relèvent du social et du psychique, mais il y a aussi des décisions qui sont prises, qui sont même pas conscientisées par les populations européennes et qui les lient de plus en plus à, en gros, bah, vous avez parlé de Marveki, mais que sans qu'il y ait une prise de décision collective de la part des Allemands, les investissements allemands lient l'Allemagne à Israël à partir des années 50. Et donc voilà, où est-ce que vous placez ça dans votre analyse? Alors moi, je ne place pas la matérialité puisque je ne suis pas un spécialiste, mais je souligne que évidemment c'est un élément très important, sans aucun doute. Donc Israël est évidemment, certainement depuis les années 60, très intégré dans le système capitaliste globalisé. Donc il y a un élément très important de matérialité. Donc c'est un État qui est ouvert aux investissements et qui investit. Et donc les échanges sont bien réels. Et je pense que une partie du discours sur l'alliance, à savoir le discours selon lequel Israël est notre allié principal au Moyen-Orient, cette région obscurantiste, etc., la seule démocratie, etc. Il y a une dimension clairement économique, évidemment, à cela. À l'intérieur de cela, il faut quand même souligner le fait que Israël produit en masse des technologies militaires de surveillance de coercition et de contrôle qui sont testés sur les Palestiniens et qui donc ont un avantage, donc voilà, les systèmes de surveillance faciale, les technologies des drones, etc., etc. Il y a, j'ai oublié le nom de cet auteur ou autrice qui se penche sur ces rapports de manière extrêmement précise, notamment aux États-Unis. L'un de ces cas d'étude était donc cette institution du ICE. Donc, vous savez, ces espèces de, je ne sais pas trop comment les appeler, cette force, mais plutôt cette milice armée et idéologique à qui l'administration Trump donne voilà, libre cours et impunité totale. Euh, donc, l'un des arguments de cette autrice était que non seulement ils utilisent des technologies d'origine israélienne, mais ça pourrait être anecdotal, mais ils sont aussi formés par des Israéliens, des cadres de Tsahal, donc typiquement, etc. Donc il y a une partie de ce qu'elle décrit comme une idéologie israélienne qui militarise en fait la menace et la dissension, si vous voulez, qui est transférée dans ce processus. Mais donc il y a pas mal de travaux qui sont très intéressants. Il y a des travaux qui se penchent sur les universités spécifiquement et le développement de toutes ces technologies d'apartheid, etc., au sein des universités israéliennes, mais aussi dans des partenariats avec des universités européennes et américaines, etc. Donc il y a toute une littérature là-dessus, mais c'est pas du tout... et je la trouve très intéressante, mais je ne suis pas vraiment le spécialiste. Euh, je veux juste intervenir parce que Félix, si j'ai bien, enfin, j'ai entendu que ça va contre le sens du séminaire. Évidemment, pas du tout. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ces questions de, enfin, de la question du niveau discursif et symbolique, mais c'est pas pour nier la question de l'infrastructure économique et des dynamiques matérialistes qui sont en œuvre. C'est clairement et la question. Je pense que c'est ce qui se passe, et la discussion aujourd'hui aussi avec Reza, mais aussi dans beaucoup de nos discussions du passé, quand on a parlé des médias et du traitement médiatique, de manière plus spécifique, quand on a parlé du discours israélien. Justement, la question est comment on fait
comment le discours symbolique, le discours dominant, il est en train de donner une autre image fausse et erronée, et trompeuse de l'infrastructure des conditions matérialistes, de ce qui se passe réellement sur le terrain, de qui sont les victimes, qui sont les, les, ceux qui perpètrent, qui commettent les crimes, mais aussi la question qu'on se pose, et ça aussi peut-être ça pour revenir à la discussion, c'est comment utiliser ce savoir critique pour exposer la vérité de manière effective. C'est, je pense que notre recours à la dimension symbolique et discursive, elle est pas pour dire que la dimension matérielle, elle n'est pas importante, mais au contraire, pour réfléchir ensemble comment on peut faire pour en parler plus honnêtement et Mm. contre des forces qui essayent, qui cherchent à la cacher en créant des mythes et des histoires, en diffusant. De toute façon, c'est toujours des dimensions qui coexistent et qui se superposent les unes aux autres, hein, donc, Mm. et Oui, non, puis- mais Ah, c'est des pardon. choses qu'on reconnaît. Je pense que Ron sera d'accord et vous aussi, Aurélia. Mais disons qu'on s'en tient un petit peu à chacun à notre, enfin, à notre expertise, à nos connaissances. Mais il est bien clair que cette relation à des dimensions multiples est extrêmement complexe. Cependant, je pense que la dimension matérielle en elle-même ne suffirait pas à expliquer cette inconditionnalité de la relation, puisque ça reste un petit pays. Son économie, enfin, ne peut pas être comparée à celle de, je sais pas moi, d'autres pays très industrialisés, voire très avancés technologiquement, et avec lesquels on a un rapport différent. Bah, la Chine, par exemple. Donc ça démontre bien que ce n'est pas tout. Tout à fait, ouais. Hein. Félix, si vous voulez ajouter quelque chose. Ouais, bah, ce qui est intéressant, on a parlé de l'Allemagne rapidement et par exemple Harvey, d'autres que vous devez lire et qui prennent quand même beaucoup de place dans le discours en Allemagne, mettent en avant de plus en plus ce refus de la part symbolique au profit de dire non mais en gros, arrêtez de nous parler d'un échange innocence contre couverture ou soutien diplomatique, couverture juridique. C'est pas ça ce qui se passe, c'est juste un allié parmi tant d'autres et qui mettent en avant la relation particulière qu'a la Bundeswehr, par exemple. Donc maintenant, on est dans la militarisation. La Bundeswehr a besoin de Tsahal parce que Tsahal permet de former les officiers qui sont incapables, les officiers incapables allemands. Donc ce retournement, en fait, de la part de personnes qui, sans être forcément des alliés, qui peuvent avoir un discours critique sur Israël, mais qui sont quand même des alliés de l'idée sioniste, même si c'est pas dans sa version la plus radicale, remettent en avant en Allemagne la partie comme ça un peu plus immergée de l'iceberg qui est matériel pour cacher Oui. ouais, le discours qu'on essaye de révéler dans ce cours-là. La dimension mercantile, qui s'insère très très bien en fait dans la configuration libérale généralement, et qui dépolitise en fait la question du rapport à Israël. Oui, vous avez tout à fait raison. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans ce que vous dites, c'est que il y a dans ce rapport mercantile, il y a un avantage spécifique. Donc il y a quelque chose dans la technologie militaire israélienne qui est unique ou uniquement utile. Et ça, je pense que c'est un point important. Ouais. Oui, et qui est indissociable de l'ensemble de cette histoire et de cette situation coloniale précise, en fait. Oui. Et surtout, non, mais moi, enfin, ce qu'apporte aussi vraiment là ce travail que vous avez montré, exposé, je veux dire, c'est aussi l'analyse, enfin le méta-niveau en fait, l'analyse des discours historiographiques et des manières de justifier en fait et de cacher toutes ces réalités matérielles. Et donc, comme le disait Ron, nous donne des outils, mais aussi nous en tant que chercheurs, en tant qu'historiens, en tant que chercheurs en sciences sociales, pour critiquer aussi ces disciplines de l'intérieur en fait, c'est-à-dire dans leur épistémologie même, il y a quelque chose là
qu'il faut à tout prix, enfin, dont il faut se réemparer. Et je crois que c'est ça aussi là qui est très important en fait. L'analyse des discours historiographiques, elle est essentielle. Oui, absolument, vous avez parfaitement raison. Je pense que justement, la question épistémologique est tout à fait centrale, bon, bah, déjà évidemment au colonialisme, mais aussi à la blanchité et toutes les formes de racisme. Toutes les formes de racisme ont évidemment un- il y a un élément épistémologique, il y a aussi un élément matériel, bien évidemment, et un élément qui se manifeste en forme de domination multiple, économique, politique, symbolique, culturelle, etc., etc. Et c'est à l'intérieur de ces épistémologies-là que certains points de vue revêtent une autorité en fait indisputable. Mm. Et c'est pour ça qu'il est très important d'arriver de l'extérieur pour pouvoir critiquer euh, ces systèmes-là. Je crois que c'est Audre Lorde qui avait dit qu'on ne peut pas démanteler la maison du maître avec des outils du maître. Tout à fait, ouais. Et donc, Parce que ça m'a plu aussi à un moment, vous avez employé cette expression, pardon, en mm, disant la colonisation de cette historiographie, et ça m'a fait penser à cet article excellent de Sber, l'université colonisée. Enfin, en fait, comment les dimensions matérielles et épistémologiques se rejoignent et sont en fait aussi indissociables pour comprendre mm, comment nos disciplines et nos universités, en fait, sont pleinement complices et indissociables de toute cette histoire. absolument, à beaucoup d'égards, oui, certainement. Est-ce que quelqu'un veut... Elad a levé sa main. Peut-être vous Ah oui, nous, intervenir. on voit pas les petites mains. En fait, notre écran est Ah, coupé. Ah Pardon. si, si, moi j'ai vu. Mais pardon, j'ai pas, je savais pas, vous voyez pas. Non, c'est pas grave. Est-ce que je peux maintenant intervenir? Oui, Et, ok, merci, merci beaucoup pour cela. Et je devais penser au livre de Gila Nijjar et The Jew, the Arab History of the Enemy, et où il développe l'argument que le juif et l'arabe, ou le juif et le musulman, présentaient historiquement deux figures d'ennemis de christianisme européen, l'ennemi intérieur et l'ennemi extérieur, et que, et d'une certaine manière, il y a une constellation qui ressort de cette double ennemité, de jouer un ennemi contre l'autre ennemi. C'est-à-dire que les deux ennemis sont en fait les ennemis de l'un de l'autre. Et, d'une certaine manière de faire le christianisme européen est une figure qui n'a rien à voir finalement avec cette hostilité. Et c'est que vous, bien sûr, que vous montrez très bien, c'est comment l'hostilité, la haine, hein, la persécution européenne contre les Juifs, l'antisémitisme, est alors justement retourné et abstrait de l'Europe et réinventé comme une figure islamique et comme figure de l'islam, ou des Arabes, des Palestiniens, bien sûr. Et c'est que je voudrais réfléchir avec vous, et, si le même argument fonctionne aussi de l'autre côté, c'est-à-dire et, euh, s'il y a un travail à faire ou une réflexion à mener sur la manière dans laquelle aussi la violence historique é- européenne contre je sais pas, les Arabes, les musulmans, les pays, le monde arabe, le monde, je sais pas, et oriental, et aussi est transformé par des dynamiques similaires pour devenir plutôt rattaché aux Juifs. Et justement, dans une certaine manière de percevoir le sionisme, ou l'État d'Israël, ou je sais pas. J'ai pas une réponse à ça, c'est vraiment une question. Et si on peut faire un argument similaire,
Et c'est là, bien au niveau symbolique ou discursif, mais aussi au niveau politique, c'est-à-dire dans quelle manière les sionismes ou les juifs ou l'État juif assument ce rôle dans la réalité. Et, euh, et si oui, si alors on peut aussi réfléchir sur la manière dans laquelle il y a des acteurs au sein du monde arabe, ou musulman, ou même palestinien, qui sont prêts d'une certaine manière à assumer aussi le rôle euh, symbolique, mais dans la réalité de cette hostilité. Et, euh, et antisémite contre le juif, c'est-à-dire pas seulement devenir une figure, mais vraiment jouer le rôle. Et s'il y a une sorte de instrumentalisation et, aussi dans ces côtés-là. Voilà. Donc, deux réflexions liées et j'aimerais savoir comment vous voyez ça. Alors, pour en revenir au début de votre commentaire question, alors effectivement, donc la figure du juif et du musulman sont centrales à la philosophie des Lumières. Donc, le moment de la naissance de l'Europe, c'est-à-dire la chrétienté devient l'Europe, où le discours auto-glorificateur de l'Europe comme terre d'émancipation progressive, scientifique, etc., se met en place, le juif et le musulman sont automatiquement altérisés comme l'autre irrationnel, l'autre religieux. Et cette confusion entre les deux figures dans l'altérisation, elle continue au XIXe siècle au sein donc de la catégorie du sémite. Euh, et, euh, et donc, et effectivement, je pense que c'est un point de vue intéressant de comprendre les deux éléments de la figure du sémite comme le sémite intérieur, à savoir le juif, et le sémite extérieur. Et c'est intéressant parce que ça nous permet d'analyser, de conceptualiser la période d'après la Deuxième Guerre mondiale et la découverte des camps de la mort, comme une période où l'autre interne, l'autre sémite interne glisse vers le soi. Donc là, voilà, le juif européen devient nous, voilà, la civilisation judéo-chrétienne ou le blanchiment aux États-Unis, etc. Et le sémite externe devient le sémite interne à travers les migrations postcoloniales, etc. Et donc vient à occuper une place assez notamment dans la racisation complotiste, etc., dans la conscience européenne. Et oui, donc Gilad Nidjar aussi conceptualise ça comme une relation triangulaire, mais un petit peu différente de la mienne, c'est-à-dire, euh, moi j'ai un petit peu l'impression que lui, il voit dans le triangle, donc la figure européenne comme une figure du cynisme. J'ai créé l'antisémitisme et l'islamophobie. Je leur ai passé l'antisémitisme et l'islamophobie. Et maintenant, ils sont en train de se confronter avec de l'antisémitisme et l'islamophobie. Euh, je pense que ce qu'il enlève de l'équation, c'est de nouveau le pouvoir, le rapport de pouvoir, le rapport de force et de domination. Donc pour moi, c'est un petit peu ça le problème. Moi, je préfère voir cela comme une transaction, justement, où le pouvoir est au contraire absolument central à tout cela. Et donc, à propos de votre deuxième commentaire, je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait compris. Donc, c'est un projet pour l'avenir que vous avez articulé, ou est-ce que je vous ai mal compris? Est-ce que vous parliez d'un projet d'avenir, notamment au Moyen-Orient, où les rôles changeraient entre les juifs et les musulmans au sein je sais pas, d'une région peut-être transformée, décolonisée, intégrée, ou est-ce que j'ai complètement mal compris? C'est possible. Non, non, c'est que j'ai essayé de formuler, c'est une réflexion. Est-ce que le même transfert de hostilité ou de haine et qui opère entre l'antisémitisme européen vers les musulmans, les arabes, les palestiniens, de la perspective juive,
est-ce qu'il y a une dynamique similaire de transfert de violence européenne vers historique, vers le monde arabe ou islamique, un transfert vers les juifs? C'est-à-dire, Mais, La perspective du musulman? est-ce que c'est pas aussi, Reza, ce que vous analysez un peu dans un de vos derniers chapitres avec tous ces discours antisémites musulmans? Mhm. Enfin, cette historiographie aussi, et puis ces discours, enfin, vous en avez plusieurs, il y a tout un catalogue, enfin, et puis on passe par les frères musulmans, on passe par... Je ne sais pas Mhm. si c'est ça que tu veux dire, Elad, mais il y a tout un chapitre consacré à ça, enfin, je aussi. j'ai pas encore lu le livre et je serais heureux de le faire, mais peut-être déjà vous pouvez donner quelques éléments et si vous avez développé. Oui, je pense que là où Gilad Nidjar a raison, c'est sur cette question du transfert. Donc, le transfert est bien réel pour moi, puisque, donc, pour moi, évidemment, donc, si vous voulez, le cœur de mon travail, notamment dans ce livre, consiste à démontrer que l'antisémitisme et l'islamophobie sont des formes de racisme. Donc c'est quelque chose qui paraît totalement évident, mais bon, pour des raisons politiques, les champs ne voient pas toujours les choses de cette manière-là. De ces manières-là. Donc c'est des formes de racisme qui sont en plus très proches historiquement et qui ont eu beaucoup d'intersections historique, notamment à travers ce que j'appelle la confusion de la figure du musulman et du juif dans la race sémitique, au moment des Lumières, dans l'Ibérie post-reconquête, à plein de moments différents. Là où il y a un transfert, c'est que je pense que donc, l- le sionisme euh, s'empare de l'islamophobie, donc ce que j'ai essayé de démontrer à travers ce transfert de culpabilité, etc. Ce transfert de culpabilité opère dans un registre islamophobe. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai essayé de montrer que donc, des personnages comme Bernard Lewis, Batiéor, etc., donc, qui produisent des théories islamophobes à la chaîne, si vous voulez, et très influents, euh, la motivation vient de leur sionisme, si tu veux, la motivation. Mais donc, le sujet sioniste, lorsqu'il adopte l'islamophobie, en quelque sorte, il adopte l'antisémitisme aussi. Et c'est là où j'essaie de montrer vraiment les ressemblances parfois les plus frappantes. Donc, notamment Batiéor, je ne sais pas si elle le fait consciemment ou inconsciemment, elle parle de meurtre rituel musulman. C'est assez, c'est assez frappant. Donc le transfert là est intéressant. Et je pense que c'est pour cela aussi que le sionisme n'a aucun mal à s'allier avec des figures ou des groupes antisémites. Et donc, les exemples ne manquent pas. On a parlé du alt-right, tous les partis d'extrême droite, etc. Il y a un transfert de l'antisémitisme spécifiquement européen dans sa dimension discursive, complotiste, les protocoles des sages de Sion, donc des éléments antisémites identifiables comme d'origine européenne qui se retrouvent ensuite adoptés par donc des figures et des mouvements au Moyen-Orient dans leur lutte contre Israël. Donc je suis peut-être en train de faire le même argument que Bernard Lewis, mais je pense que la différence principale, de nouveau, c'est la question du pouvoir. Donc l'argument de Bernard Lewis invisibilise le pouvoir pour que l'antisémitisme arabe passe comme équivalent, si vous voulez, à l'antisémitisme européen génocidaire, euh, tout aussi dangereux, etc. Et pour voilà, invisibiliser le rapport de force entre le colonisateur et le colonisé. C'est là où je pense que l'invisibilisation du pouvoir est indispensable, en fait, à cette littérature. Il faut savoir que c'est quand même étonnant parce que donc, dans les études critiques de la race, donc d'origine américaine, ça fait plus de 100 ans que le pouvoir à la domination. W.E.B. Du Bois parle de pouvoir et de domination déjà au tout début du XXe siècle. Dans les études de genre, les études postcoloniales, Fanon, Césaire, le mouvement de la négritude,
le pouvoir est toujours vraiment au cœur de l'analyse. Et dans l'étude de l'antisémitisme également, jusqu'à un certain point. Et je pense à partir de 67, le pouvoir qu'on analysait dans le cadre de l'antisémitisme dans la Russie impériale, évidemment dans l'État nazi, etc., reste pertinent dans ses analyses spécifiques dans des cas historiques, mais dans la période post-48, si vous voulez, on enlève le pouvoir, car pour pouvoir continuer à articuler la résistance au sionisme comme une forme d'antisémitisme, ben vous ne pouvez pas garder le pouvoir Donc c'est là où mon approche est radicalement différente d'un Bernard Lewis. Voilà. Non, mais merci vraiment, merci beaucoup. C'était C'est infiniment, oui. très passionnant et Merci à vous. J'étais vraiment ravi d'être parmi vous. J'aurais voulu être là en personne, mais vraiment, merci infiniment pour l'invitation. Le cours est très intéressant. J'ai un petit peu regardé en ligne. Et merci aux étudiants aussi pour leur intérêt, leurs commentaires et leurs questions. Et puis voilà. merci. Merci aussi pour les Merci, commentaires Reza. dans le chat.